Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 3 émissions encore d'actualité, enfin du moins 2 d'entre elles sont encore d'actualité et la troisième s'est arrêtée récemment. Du coup on va pouvoir parler un peu de toutes ces émissions. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, hein. Je vais essayer de faire 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, puisqu'on va parler des trois émissions, donc koh Pékin Express et Star Academy. Voilà, ce que j'ai vu la Starac et Pékin Express ce week-end, mais j'ai pas eu le temps parce que j'étais en famille. Et après, avec la reprise du travail, lundi, je travaillais toute la journée au lieu de faire juste du temps partiel. Voilà, en fait, je sais même pas pourquoi ma supérieure était absente, mais bon, voilà, elle était pas là, donc obligé de faire quasiment la journée complète. Voilà, et puis bon, après, il y a eu d'autres facteurs, hein. Hier, j'avais une réunion, après, j'étais regardé koh chez un pote, du coup, pour koh j'ai pas de notes. Et puis, comme vous voyez, mes murs, il n'y a plus rien. Enfin, vous voyez juste là, vous, autour de moi, là, mais il n'y a vraiment plus rien de chez plus rien. Je suis en train de refaire la déco de toute ma chambre. Voilà, parce que j'avais certains posters qui, avec les années, commençaient à se décoller. Il y en avait que j'ai acheté récemment, que j'avais envie de mettre au mur, donc je me suis dit, allez hop. Ça m'a pris d'un coup, j'enlève tout, je refais toute ma déco. Et puis voilà, donc vous voyez pas, mais là-bas derrière moi, il y a 2 petites piles de posters qu'il va falloir que je trie et puis que je garde ceux que je remette au mur. Donc voilà, donc voilà, un peu de changement. Donc tout ça me prend beaucoup de temps. Et aussi, je me suis acheté une boîte de Lego, c'est-à-dire que pour les chaînes gaming et tout ce qui est lié à Harry Potter, donc les romans, voilà, j'ai aussi passé un peu de temps, un peu plus d'1 heure à tourner une vidéo autour d'une boîte de Lego, pareil qui est juste là, mais je sais pas si vous allez la voir, parce que doit être dans mon dos. Mais voilà, donc tout ça qui fait que, voilà, pour la chaîne gaming aussi, j'ai commencé à tourner pas mal de petites vidéos autour de One Piece et tout, sur l'un des Pirate Warriors, donc pareil, ça prend du temps, et ce temps que je prends pour les autres chaînes ou pour moi-même, hein, tout simplement, c'est du temps qu'il n'y a pas pour cette chaîne-là. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire une compilation, une vidéo où je compile les 3 émissions, et puis voilà, comme ça, en fonction de l'émission que vous aimez bien, vous regardez celle que vous voulez, et sinon, vous regardez tout. Je vais pas dire vous regardez pas, parce que si vous voulez pas regarder, vous serez jamais, vous aurez pas encore mis un pied sur la vidéo. Donc on va pouvoir commencer, j'ai envie de dire chronologiquement, donc on va faire Pékin Express, qui a été samedi dernier, que j'ai vu en premier. Ensuite la Starac qui est aussi diffusée, enfin qui était aussi diffusée samedi dernier, mais du coup j'ai vu en gros Pékin Express, je l'ai regardé dimanche matin. Ouais, c'est ça, j'ai regardé dimanche matin, et la Starac j'ai regardé dimanche soir quand je suis rentré là où vous me voyez actuellement. Et koh lui je l'ai vu hier avec mes potes, enfin avec des potes, et du coup, pour koh ça va plus être de mémoire, là où d'habitude, hein, genre comme là, c'était l'épisode avec les cassages des flèches. Habituellement, voilà, je note qui a cassé la flèche de qui, avec un peu son argumentaire et tout. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué de noter tout le monde, parce que, voilà, quand on est entre potes, voilà, je fais un peu différemment. Même si c'est la première fois depuis que je fais des vidéos que je regarde une émission télé, pas tout seul, quoi. Voilà, avec des gens. Donc on va commencer par Pékin Express. Peut-être que je mettrai un petit logo ou peut-être que je mettrai genre Pékin Express, koh ou Star Academy à côté de moi, parce que bon, on sait que les studios, ils aiment pas trop qu'on utilise leurs images. Voilà, on sait que pas mal de youtubeurs ont eu des problèmes avec ça. Donc pour le montage, je vais peut-être faire ça, je vais juste écrire le nom de l'émission dont je parle. Comme ça, si par exemple vous êtes intéressé par koh Pékin Express, ou que la Starac vous en foutez, au moins comme ça, vous avez juste à défiler sur l'écran, et puis hop, dès que vous voyez que ça parle plus de l'émission que vous ne voulez pas, hop, voilà. Faites comme vous voulez, mais au moins vous aurez un petit repère visuel sur l'écran, et au moins vous regardez pour l'émission qui vous intéresse, et puis voilà. Donc voilà, on a combien de temps? Ok, 4 minutes, donc on va essayer d'aller assez vite sur chacune des émissions. Donc,
Pour Pékin Express, on part de, enfin c'est même pas en départ, tout se passe à Delhi. Alors eux ils ont appelé ça Delhi, mais moi j'ai toujours appelé ça New Delhi, enfin bon je sais pas. Du coup qui est la capitale de l'Inde et la troisième plus grande ville au monde avec 30 millions d'habitants. C'est énorme, c'est la moitié de la France, enfin un peu moins de la moitié de la France, dans une ville. Franchement, vous imaginez? Genre, c'est un truc de fou. Franchement, j'arrive pas à imaginer à quel point il y a du monde là-dedans. C'est un truc de fou. Et du coup, bon bah les règles de la finale, à moins que vous soyez nouveau à découvrir Pékin Express cette année, bon bah les règles sont simples. On fait 3 courses intermédiaires, donc ce qui sont en gros des courses où on gagne de l'argent de la cagnotte de l'adversaire. Et une fois que c'est fait, il y a la course finale, et le premier qui arrive à Stéphane, il remporte toute la cagnotte qui lui reste. Voilà. Donc on a la première course intermédiaire, donc on a Clément et Emeline qui prennent la route en premier. La mission est assez simple, j'ai trouvé. À part peut-être la première étape en fonction de si t'es pardon, du Walker. Si tu es agile ou pas, je pense que ça pouvait être plus ou moins compliqué. Mais dans la globalité, je trouvais que c'était très simple pour les binômes. Parce que en gros, tu avais une pyramide humaine avec des enveloppes. Donc tu allais monter, récupérer une enveloppe, dire un indice. Donc genre, je me souviens qu'il y avait l'indice sourire éclatant. Genre ceux qui ont sourire éclatant, faut les enlever. Enfin, parce que le but c'est de faire une sorte de qui-est. Voilà, et qu'à la fin il reste qu'une seule personne, une seule pancarte en gros avec une photo de visible pour la personne qui est devant les photos. Et comme ça pour 4 ou 5 enveloppes, l'autre il monte la pyramide humaine, il descend et puis voilà. Euh, Ce qui fait que Axel va être beaucoup plus rapide que Clément. Ils vont du coup, je me souviens que c'était une femme qu'il fallait trouver avec une chemise très colorée et tout ça. Et ensuite il y a une sorte de simulation de petit marché avec plein de gens qui sont en fait tous les gens qu'il y avait sur les photos. Et du coup bah faut retrouver la bonne personne. Donc Axel il essaye en premier et il trouve la bonne personne. Et du coup Jean-Claude et Axel, oui c'est ça, Jean-Claude et Axel repartent en premier. Juste après, Clément et Emeline, ils finissent leur pièce. Ils tombent également sur la même personne. Alors ça, je trouve ça un peu dommage que habituellement Pékin Express essaye de donner des personnes différentes. Parce que là, imaginez que les deux auraient fini en même temps. Tu peux pas faire deux faux marchés en même temps puisque c'est les mêmes photos. Donc t'arrives en même temps, les deux vont en même temps voir la même personne. Enfin, ça aurait été un peu bizarre. Habituellement, ils mettent des gens différents pour ça. Je trouvais ça un peu bizarre. Euh, enfin pas bizarre, mais je me suis dit ok, habituellement ils sont plus minutieux dans ce genre de jeu, mais bon c'est comme ça. Et du coup Jean-Claude et Axel, euh, attends, c'est qu'est-ce qui est marqué hein. Ah oui, ok. Donc Jean-Claude et Axel arrivent en premier à Stéphane. Euh, mais de très 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 peu, hein, puisque Clément et Emeline vont pas mal rattraper leur retard au point d'être très proches, mais c'est un feu rouge qui va séparer les deux groupes et qui fait que du coup Jean-Claude et Axel vont arriver en premier. Mais tu vois, c'est pas comme certaines courses où ils arrivent et puis ils ont le temps d'être mis de côté et tout ça en attendant. Non, là, ils étaient en train de parler à Stéphane, que boum, Clément et Emeline étaient déjà là. Bon, c'est pas aussi extraordinaire que la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, avec l'arrivée avec Claire et son père, où là c'était vraiment au millimètre pied près, plutôt, mais bon, il y a aussi une question de pied, hein. Voilà. Mais on n'était pas loin, parce que vraiment, il y a, je crois, c'est à peu près 17. Non, attends. Si, c'est ça, hein, si c'est ça, 1 seconde, 10 euros, donc ouais, 17 secondes, un truc comme ça d'écart. Donc vraiment, Jean-Claude et Axel ont réussi à voler que 170 euros, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Ce qui fait que la cagnotte, pour le départ de la deuxième course, se retrouve à 50 170 pour Jean-Claude et Axel, et de 49 830 pour Clément et Emeline. Ensuite, on a la deuxième course, donc
La deuxième course, Clément et Emeline, à nouveau, ils repartent en premier parce qu'ils sont clairement meilleurs au stop. Mon geste, il n'avait aucun rapport avec le fait de faire du stop, mais bon, ça m'a aidé. Mais voilà, ils repartent en premier. Cette fois, la mission, c'est de prendre un pouce-pouce. Donc, c'est une sorte de véhicule, mais que tu tires hein, à bout de bras, avec des gens qui soient derrière. Et il faut transporter des gens jusqu'à une zone plus loin. En fait, tu en prends autant que tu veux, sauf que tu peux les prendre que deux par deux ou tout seul. Hein. Et il faut que le total du poids des gens que tu as emmenés fasse 250 kg, voire à 10 kg près, donc ça peut être 260 ou 240. En gros, voilà, tu as quand même une bonne variation entre 240 et 260 kg pour réussir la mission. Du coup, Clément et Emeline tentent la pesée en premier et leurs 4 Indiens font 456 kg. Donc, à 10 kg près, ils réussissent du premier coup et ils peuvent repartir vers Stéphane. Jean-Claude et Axel qui tentent la pesée, leur première pesée peu de temps après, leurs Indiens font que 230 kg et du coup, ils sont obligés de recommencer à zéro. Et en fait, la stratégie, de Jean-Claude Axel, c'était plutôt de. En fait, c'est qu'ils sont laissés submerger par les Indiens qui voulaient absolument participer et tout, donc ils ont laissé un peu n'importe qui monter sur le pouce-pouce, et ils n'ont pas trop calculé à quoi pourrait correspondre 250 kilos. Que dans le cas de Clément et Emeline, ils ont été un peu plus malins parce que Emeline elle s'est dit bon, moi je fais cette corpulence, je fais à peu près tant de kilos. Donc, si on en prend 4 comme moi, techniquement, on arrive à peu près aux 250 kilos. Et du coup, la stratégie d'Emeline a clairement payé, parce qu'en prenant des gens d'à peu près le physique qu'elle fait, son poids, ça a permis de réussir du premier coup. Donc Clément et Emeline arrivent à Stéphane, tandis que Jean-Claude et Axel vont réussir la mission qu'au bout de la troisième tentative. Donc ils ont perdu beaucoup de temps, mais pas tout leur argent. Ce qui fait que c'est à la fin de la deuxième course, il reste 10 730 € à Jean-Claude et Axel, tandis que pour Clément et Emeline, il reste ils gagnent plutôt un peu moins de 90 000 euros. Voilà. Voilà, on sent que les deux binômes sont plutôt pas mal, hein, mais on sent qu'il y en a quand même un qui s'en sort un petit peu mieux que l'autre. Bien qu'on va voir que certaines choses vont changer, mais pas forcément à cause des binômes en eux-mêmes. Bref, on a la troisième course. Cette fois, c'est Jean-Claude et Axel qui partent en premier. Alors, entre deux, il y a un moment à l'hôtel et tout ça, hein, mais bon, ça, le moment à l'hôtel, en vrai, on s'en fiche un peu, hein, c'est pas comme quand ils vont dans les familles et tout. Mais je pense que pour eux, ça fait quand même du bien de se reposer. Alors, je sais plus si c'est après la deuxième course ou après. Ouais, je pense que c'est après la deuxième course plutôt. Mais ouais, c'est moins intéressant que quand ils vont dans les familles, mais en même temps, comme je disais, qu'ils aient ce moment de repos, je pense que ça leur fait vraiment du bien. Voilà. Ensuite, on a la troisième course, donc on a Jean-Claude Axel qui partent en premier pour la première fois de la finale, mais qui sont suivis de très très peu par Clément et Emeline. Et la mission est de souffler une bille avec une sorte de paille là à travers une maquette et il faut que ça aille dans un trou. Euh, du coup, Jean-Claude et Axel arrivent les premiers, mais c'est bel et bien Clément et Emeline au bout de 65 essais qui finissent la mission en premier. Et eux, en fait, contrairement à Jean-Claude et Axel qui vont tenter des choses un peu linéaires, en fait, Clément et Emeline, ils vont se dire, attends, on va faire comme au billard, on va tenter en tapant sur les côtés, machin, ça peut faire des trucs et tout. Et en fait, ça va payer parce que ils vont repartir en premier, ils vont arriver les premiers à Stéphane, et du coup, quand ils arrivent à Stéphane, la balise de JC et Axel s'active, sauf qu'elle va s'activer une deuxième fois, puisque comme ils n'arrivent pas à faire la mission, ils ont perdu tout leur argent qui leur restait, et du coup, c'est fini pour eux. Donc, à la fin de la troisième course, Clément et Emeline ont les 100 000 € en poche, et Jean-Claude et Axel ont 0 € en poche. Voilà. Du coup, on a le sprint final, donc qui est plutôt cool, même si ça m'a mis en stress tout le sprint final pour au final être un peu
déçu de la fin, mais pas déçu de qui a gagné ou quoi que ce soit, mais juste, voilà, c'était pas mon binôme préféré, quoi, mais bon, voilà. Du coup, le sprint final, Clément et Emeline, pour la troisième fois de la finale, prennent la route en premier vers le premier point de passage. Jusque-là, tout va bien, voilà. Et ils ont une première question qui est de donner le nom du lieu à côté du Taj Mahal où ils ont fait l'épreuve des bisques, vous savez, là, qui se mettent au niveau de. Je sais plus, c'était le front là ou l'œil. Ouais, non, c'était le front, et ensuite fallait que ça découle jusqu'à leur bouche, hein. Je crois que c'était la première étape. C'était ouais, le début de la première étape. Et la question est donnée par Wang et Kuyen, voilà, qu'on revoit un petit peu. Et Clément et Emile vont répondre bon directement, et Jean-Claude et Axel, qui arrivent peu de temps après, vont également répondre bon directement. Ensuite, on a la première catastrophe pour mon binôme préféré, c'est qu'ils repartent très vite, sauf que en fait il y a des noms de lieux qui se ressemblent énormément à Delhi, et ce qui fait que quand on demande d'être déposé, enfin quand eux ils demandent d'être déposés au temple où il y a la deuxième question, en fait on ne les dépose pas au bon temple. C'est-à-dire qu'on les pose à un temple, et le temps qu'ils cherchent, qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas au bon endroit, et qu'ils reprennent la route, en plus ils sont à quoi, une demi-heure de route, un truc comme ça, tu te dis, allez hop, c'est foutu, parce que Jean-Claude et Axel, eux, se sont pas trompés de route, enfin leur chauffeur ne s'est pas trompé de route, le chauffeur arrive au bon endroit direct. Du coup, ils ont la deuxième question qui est de donner le nom d'un monument auquel ils attendaient Stéphane lors d'une étape précédente. Alors, je crois que c'était la deuxième ou troisième étape. Vous savez, ça fait un peu. Je vais imager. C'est pas du tout la même chose, mais c'est juste pour avoir une image visuelle. Mais c'est un peu comme si tu étais dans un colisée carré avec des escaliers partout, quoi. Voilà, comme ça vous pouvez peut-être imager le truc, c'est juste que je sais plus comment s'appelle le monument. Mais voilà, moi quand je le vois, ça me fait un peu penser à ça. Ou ouais, en fait, il y a que le Colisée que je pourrais imager, parce que le Colisée il est rond et que là leur temple il est un peu carré avec des escaliers un peu partout. Mais voilà, je sais que ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est l'image la plus proche de ce à quoi ça ressemble. Et du coup, la question est donnée par NG et Nathalie. Donc en plus, Jean-Claude et Axel, ils arrivent, ils donnent la bonne réponse, mais ils galèrent énormément à repartir. Je crois que c'est à cet endroit-là qu'ils galèrent énormément à repartir. Donc Clément et Evelyne rattrapent leur retard, sauf que ils n'ont pas la bonne réponse. Du coup, ils se prennent 3 minutes de pénalité avec tout ce qu'ils ont pris juste avant. Donc voilà. Et de mémoire, Jean-Claude et Axel, ils repartent quand même en premier du deuxième point de question, même si ils ont énormément galéré à trouver une voiture. Donc tout le monde repart à peu près au même niveau vers la troisième question. Troisième question qui est de donner le nombre de temples à Pushkar, qui est une question donnée par Rosemary et Sinisia. Voilà, donc Jean-Claude et Axel, ils arrivent, ils sont persuadés qu'il y a 1000 temples dans la ville, sauf que non, c'était 400. Donc du coup, ils se prennent une pénalité, ce qui permet à Clément et Emeline de les rejoindre. En plus, eux, ils ont la bonne réponse directement. Donc voilà, ils sont vraiment remis au même niveau. En plus, Jean-Claude et Axel ont une stratégie très intéressante, c'est qu'ils tentent de prendre la voiture qui a déposé Clément et Emeline. Alors, je sais pas comment les gens ont pris ça sur internet, mais je trouve que c'est hyper malin. Je veux dire, tu as une voiture qui dépose un autre binôme. Ça veut dire que ces gens-là, ils se prennent au jeu du stop. Donc, évidemment que tu vas tenter d'aller les voir et leur dire bon, vous avez aidé nos potes là, est-ce que vous pouvez nous aider, vous avez l'air d'être à fond dans le jeu, mais moi je suis à la place de Jean-Claude et Axel, mais je fais la même. Je fais la même. Pourquoi j'irais me faire chier à aller voir quelqu'un ou plein de voitures qui vont me refuser, alors que là, je vois sous mes yeux qu'il y a une voiture qui joue le jeu. Et franchement, moi je le fais. Je sais pas comment les gens l'ont pris sur internet, mais comme apparemment Jean-Claude et Axel n'ont pas l'air d'être le binôme le plus apprécié, j'imagine que certaines personnes ont dû sûrement s'attaquer à eux sur internet, hein. Mais voilà, en tout cas, moi, j'aurais fait la même chose. Mais bien sûr, Clément et Emeline bien sûr, vont en profiter pour dire aux chauffeurs non, 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 vous les prenez pas et tout. Du coup, là, les chauffeurs vont pas les prendre. Du coup, ils vont devoir trouver une autre voiture. Dès que Clément et Emeline repartent en premier de mémoire, Jean-Claude et Axel derrière. Ouais, c'est ça. Sauf que,
à nouveau, Clément et Emile vont tomber sur une voiture qui ne prend pas la bonne route, et ça va permettre à Jean-Claude et Axel de gagner Pékin Express. Voilà. Alors, Jean-Claude et Axel, c'est pas un mauvais binôme. En plus, ils ont survécu à plusieurs reprises à des duels finals. On a voulu les éliminer à plusieurs reprises. Ils sont toujours là. Ils ont tenu jusqu'au bout et puis gagné la saison. Donc, je trouve qu'ils ont quand même fait un parcours honorable. C'est vrai que j'aurais de loin préféré que ce soit Clément et Emeline qui gagnent, parce que c'était mon binôme préféré. Mais je trouve qu'en soi, bon, on n'a pas le meilleur binôme qui gagne, c'est clair, mais je trouve qu'ils se sont bien battus et qu'ils ont fait du bon travail, entre guillemets, pendant cette saison. Voilà, de toute façon, je ferai une tier list des binômes de Pékin Express. Et au passage, je vous ferai la tier list des traits de saison 3. Je pense que je ferai comme là un medley des deux tier list. Parce que pour ceux qui ne savent pas, et de toute façon c'est normal que vous ne saviez pas parce que j'en ai encore pas parlé en vidéo, mais à la base, je vais faire ma tier list des traits de saison 3. Je l'avais quasiment terminé, enfin je crois que je l'avais même terminé. Et là, quand je regarde, parce que mon logiciel pour enregistrer mon écran sur l'ordi, il a craché une ou deux fois. D'ailleurs, il me l'a jamais refait après, mais pendant cette vidéo-là, il me l'a fait quelques fois. Et quand je regarde ma vidéo, je vois que j'ai que 7 minutes sur les 20 ou 30 minutes de streamer. Et genre, ça m'a saoulé. Je fais bon, je referai la vidéo plus tard. Bon, du coup, ça fait plusieurs semaines maintenant, mais sur le coup, ça m'a saoulé. Parce que vous savez, quand vous êtes là, que vous préparez vos trucs, vous parlez et tout, puis que d'un coup, vous vous rendez compte que bah, après, en fait, vous avez perdu des données juste parce que le logiciel ne voulait pas marcher comme il faut. C'est hyper rageant et du coup, ça m'avait pas donné envie de refaire la vidéo tout de suite. Mais bon, comme là, je vais devoir faire la tier list de PK Express, bah, autant faire celle des traites en même temps, en espérant que cette fois, le logiciel me fera pas trop chier. Donc voilà un peu pour Pékin Express, c'est un très bon épisode, la finale c'est toujours un très très bon épisode. J'aurais préféré que Clément et Emeline gagnent, mais bon bah c'est comme ça. Faut croire que mes préférés n'ont pas le droit de gagner. Bien sûr je dis ça pour rigoler, mais voilà. Donc mon fichier la Starac, il est là. Donc la Starac a été diffusée la même nuit, donc le prime du 19 octobre. Du coup, on apprend que Thomas, Paul et Maëlys sont les nominés du jour. Et on ouvre le prime avec le titre Recommence-moi, qui est l'hymne de la saison, qui a été écrit par Santa. Je vais être honnête, j'aime pas l'hymne de la saison. Voilà. Et j'ai envie de dire d'un côté, ça m'étonne pas, voilà, parce que je ne suis pas fan de Santa. Dans le sens où j'ai une amie qui elle aime bien, et qui m'a dit ah ouais tu devrais écouter Santa, c'est trop bien et tout. J'ai essayé parce que je reste toujours très ouvert aux propositions qu'on me fait. J'ai des amis qui de temps en temps ils m'envoient des artistes comme ça par Messenger, ils m'envoient des liens et tout et du coup je les écoute. Il y en a que j'adore, par exemple il y a une chanteuse Léna Hig que j'ai découvert et que j'écoute en boucle, qu'une de mes amies m'a envoyé. Et par exemple cette même amie elle m'a envoyé une autre artiste que j'ai pas aimé du tout. Et bah, un Santa, je l'ai découverte comme ça, on m'a dit ouais vas-y écoute-la, machin. Et puis je me suis dit bon bah ok je vais tester. Pareil pour Pierre Garnier, c'était la même personne qui m'a dit d'écouter Santa et Pierre Garnier. Et pour les deux, bah honnêtement j'ai pas kiffé. Voilà. Après c'est comme ça, on peut pas aimer toutes les musiques et tous les artistes, mais voilà. Donc ce qui fait qu'un hymne national écrit par une artiste où j'ai déjà pas trop aimé ce qu'elle chante pour elle-même, ben voilà, ça m'a pas aidé à aimer. Après, ça aurait pu, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc ensuite, on voit Maya donc au château, on voit que c'est un peu une pile électrique, tout ça, qu'elle doit apprendre à gérer sa voix, qui est soit trop forte, soit pas assez forte, mais en gros, elle n'arrive pas à contrôler, à gérer enfin, le changement dans sa voix, comment dire, voilà, de canaliser sa voix, d'apprendre à mieux gérer la façon de rythmer, de jouer en fait de sa voix, de la puissance, de calmer sa voix, enfin bref, faut qu'elle travaille tout ça.
Et pour adoucir sa voix, ils ont décidé de la mettre en binôme avec Grand Corps Malade sur le titre Mais je t'aime. Alors titre que je ne connaissais pas parce que Grand Corps Malade, je me souviens je le voyais à la télé quand j'étais gamin, enfin gamin, peut-être pas enfant non plus, mais je devais avoir entre 10 et 15 ans quand je le voyais à la télé. Et c'est vrai que ça n'a jamais été trop mon style, mais j'adore sa voix. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est un peu comme Maître Gims. Hein. Jamais vous me verrez écouter Maître Gims, mais je trouve qu'il a une belle voix. Son style de musique, c'est pas mon style, mais je trouve qu'il a une très belle voix. Et ben là, Grand Corps Malade, c'est pareil. Son style, c'est pas trop mon style, mais je trouve qu'il a une très belle voix. En plus, elle est grave, elle est puissante. Et avec Maya, qui je trouve réussit très très bien son pari de canaliser sa voix, de rester plutôt douce et tout, bah franchement, j'ai adoré ce duo. Ça n'a pas été mon duo préféré, je pense que c'est celui qui est juste après, ouais, celui qui est juste après que j'ai adoré, qui était incroyable. Mais je trouvais que pour débuter, on avait un très bon duo. Franchement, Maya Grand Corps Malade, génial. Ensuite, on a pour moi la perf que j'ai préférée de la soirée. Mais en même temps, on est sur une musique que j'aime bien. Bon, pas un artiste que j'écoute plus que ça, mais qui est quand même un artiste que j'aime bien en soi. Quand je le voyais dans des émissions musicales, franchement, je trouvais que j'aimais beaucoup sa voix. C'est Jean-Louis Aubert. Alors, juste avant la présentation d'Ulysse, où on nous dit juste, bon bah voilà, tout le monde l'adore, il est toujours là un peu pour tout le monde dans le château, et puis voilà. Et il veut un peu se prouver à son père, voilà, qui peut le faire et tout ça. Et ils vont interpréter Ça c'est vraiment toi, je crois que c'est de Téléphone, dont faisait partie Jean-Louis Aubert, si j'ai bien tout retenu. Et j'ai adoré déjà Jean-Louis Aubert, comme je disais, j'écoute pas forcément plus que ça ses chansons, mais j'adore sa voix. Genre quand j'étais plus jeune, que je regardais Les Enfoirés et tout, c'était vraiment un des chanteurs où je trouvais qu'il avait l'une des plus belles voix à écouter parmi les Enfoirés. Et bah du coup, là, le voir là avec un gars comme Ulysse, qui pour moi est un des meilleurs de la saison, et ben ça fait plaisir. Surtout qu'Ulysse, il a eu beaucoup d'énergie, très concentré dans son truc, tellement concentré que quand son père les rejoint sur scène, au début, il le capte même pas, surtout que tu vois son père qui lui touche l'épaule et tout, et Ulysse, il capte pas, il reste concentré et tout, jusqu'au bout d'un moment où quand il se retourne vraiment, il est en mode «Oh, finalement c'est mon père qui vient de me faire une accolade». Et franchement, c'était très drôle. Moi, j'ai adoré cette performance, elle a été incroyable. Voilà, j'ai bien aimé aussi ouais, le côté où on était vraiment comme dans un concert avec, vous savez, ce moment où ils font des oh et puis t'as le public qui répète derrière et tout. Vraiment, t'avais vraiment une ambiance concert avec les gens qui tapent dans les mains et tout. Je crois que c'est peut-être la seule performance où il y avait ce côté-là. Et en vrai, j'ai beaucoup kiffé, toi, t'as le côté où tu joues avec le public et tout. Là où les autres performances n'ont pas trop joué avec le public et ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais en tout cas, voilà, ouais, j'ai kiffé la perf, elle était incroyable. Pour moi, c'est l'une des meilleures. Il y a une autre performance en duo que j'ai adoré, mais pareil parce que c'est avec une musique, mais là que j'ai beaucoup écouté et que j'ai trouvé très très bien. Donc voilà, après ça, on a. Alors d'abord, c'est Mylis, mais je vais pas le dire à chaque fois. Mais voilà, en gros, Mylis, Paul et Thomas ont deux façons de se défendre pendant la soirée. Ils ont d'abord la façon actuelle, donc d'abord c'est Miley, ensuite il y a quelques chants, puis ensuite c'est Paul, ensuite quelques chants, et ensuite c'est Thomas. Mais voilà, je vais juste le dire pour tous les trois, j'ai rien retenu spécialement des messages qui m'intéressaient pas plus que ça. Mais en gros, dans le style Grand Corps Malade, donc un peu cette musique parlée, bah du coup, ils devaient faire un petit message pour essayer de se défendre et être regardés à la Star Academy. Donc moi, j'ai trouvé que bon, cette idée, alors l'idée de faire un message en mode musique parlée, j'ai trouvé ça cool, mais on va se rendre compte que sur les votes finales, bah en fait, le message a influencé beaucoup plus que la musique. Et moi, j'avoue que ça m'a agacé. Mais on reviendra dessus après. Voilà. Donc ensuite, on a Marguerite, voilà, une de mes préférées avec Franck, qui vont chanter une chanson en signe de paix aux attentats de Nice, qui je sais plus de quelle année c'était, mais bon voilà, je pense qu'on s'en souvient tous. Du coup, qui est une chanson de Calogero qui se nomme Les Feux d'artifice. Bon,
une musique qui est sortie à une époque où je n'écoutais plus Calogero, parce que j'avoue que j'écoutais énormément quand j'étais petit, hein. Genre le titre Face à la mer, ou des trucs comme ça, j'ai dû les écouter des centaines de fois quand j'étais gamin. Et voilà, après c'est un peu comme même Pokora, j'écoutais ça énormément quand j'étais gamin, après en grandissant je fais ouais bon c'est moins mon délire. Mais bon, après quand même beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais voilà, après les goûts changent et c'est comme ça. Du coup, j'avais trouvé que la performance était sympa, mais que voilà, c'était pas non plus la performance du soir, enfin, tout ce qui était de la représentation et tout, scénique et tout, c'était vraiment bien et tout, mais tu vois, quand tu passes après un Ulysse Jean-Louis Aubert, bon bah là t'es sur un truc un peu plus mou et tout. Alors la chanson est touchante, c'est quand même pour un truc grave qui s'est passé, mais j'avoue que j'ai trouvé plus agréable la musique précédente que celle-ci. Après, c'est au avis personnel, en plus pourtant il y a ma préférée qui est là, mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien, mais pas mon truc préféré. Ensuite, il y a une chose que j'ai aimée, c'est la battle du top 3. Alors, est-ce que ça existe depuis cette année? Est-ce que c'est depuis la reprise Starac? Est-ce que c'était déjà comme ça avant? Je ne sais pas. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire pour les anciennes saisons, je m'en souviens pas, et pour les récentes, de la reprise, je sais pas s'il y a qu'une ou deux saisons de reprise de Starac, mais voilà, ça n'a pas été quelque chose que j'ai regardé, donc je peux pas savoir. Mais en tout cas, j'adore l'idée d'avoir trois favoris. Donc là, les trois favoris, en plus dans les trois, il y a deux de mes préférés. Enfin, deux. En gros, j'ai trois préférés dans cette saison. Marguerite, Ulysse, Marine. Mes trois préférés. Et parmi ces trois-là, on en a deux qui sont dans le top 3. Donc on a Franck, qui est premier, considéré comme le meilleur en fonction de ce qui s'est passé pendant la semaine. En sachant que moi, je regarde pas ce qui se passe pendant la semaine. Je suis des comptes d'informations ou des trucs comme ça pour être un peu à jour entre guillemets sur ce qui se passe, même si je vois pas tout passer. Et après, bah, je vois les recaps vite fait pendant les primes, mais voilà. En deuxième, on a Ulysse, encore une fois que j'aime beaucoup. Et en troisième, on a Marine, que je trouve incroyable. Hein. Franchement, Marine, elle a une voix de fou. Mais voilà, donc on a le top 3. Et en gros, ils vont devoir chanter un couplet et un refrain de la même musique. Et ensuite, je crois que c'est les profs qui vont voter pour l'un des étudiants, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bien les profs qui votent pour l'un des trois. Et en gros, celui qui reçoit le plus de votes, il est immunisé. Ce qui veut dire que la personne qui est immunisée, la semaine prochaine, ne pourra pas faire partie des nominés. Et ça, c'est très cool. J'aime bien ce système. Voilà, alors c'est un truc classique hein, de programme d'aventure. Hein. On le voit avec koh t'as ton immunité, tu restes quelques jours en plus. Avec Pékin Express, bon bah voilà, t'as l'immunité, hop, tu peux pas être éliminé, donc tu restes quelques jours en plus. Voilà, et bah là c'est pareil, t'as une immunité, hop, tu restes une semaine en plus, enfin t'es assuré de rester une semaine de plus. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien cette idée. La reprise, c'est La vie ne m'apprend rien de Balavoine, qui est une très belle chanson. Du coup, on a commencé avec Franck, euh, qui était sympa. Ensuite, on a eu Ulysse, dont j'ai mis que j'ai préféré la prestation d'Ulysse. Ensuite, on a eu Marine. Voilà, et malgré que Marine est sûrement l'une des voix que je préfère, j'ai trouvé que la prestation des trois qui était ma préférée, en tout cas, c'était celle d'Ulysse. Mais les profs vont décider autrement, puisque en fait, ils vont voter. On aura 3 votes Marine, 2 votes Franck, 0 vote pour Ulysse. Et là, tu dis, waouh, 0 vote pour Ulysse, c'est chaud quand même. Le gars, il fait une perf qui est trop cool, bah, comme les deux autres hein, quand même, parce que quand je dis que j'ai préféré Ulysse aux deux autres, c'est quand même que tout le monde a été très bon, parce que dans cette saison, tout le monde chante quand même relativement très bien. Voilà, si moi je vous chante une chanson à côté d'eux, je vais être ridicule, hein, même même à côté entre guillemets du plus mauvais de la saison, euh, ou de la plus mauvaise, hein, ça dépend comment on juge. Mais voilà, mais là je vois 0 vote Ulysse, sur le coup ça m'a un peu choqué. Mais bon, après à côté, je vois que Marine est immunisée, donc je me dis c'est cool. De mes trois favoris,
c'est quand même une de ces personnes-là qui est immunisée. Donc je me dis, trop cool, la semaine prochaine, Marine, elle sera pas en danger, donc voilà, si en plus il retombe dans le top 3, qui se fait immuniser à nouveau, elle peut rester longtemps. Bon, après on verra comment ça se passe pour ça, mais déjà, content que ce soit quelqu'un que j'ai envie de voir aller très 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 loin, qui est immunisé. Après, c'est que le début, mais voilà. Donc, une chose que j'ai trouvé dommage par contre, c'est que les profs ne donnent aucun argument. Mais vraiment zéro argument. C'est vraiment vous, machin, parce que je connais pas le nom des profs, hein, mais c'est tel prof, vous votez pour qui? C'est bon, allez, je vote pour Marine. Ok, vous à côté, bah moi je vote pour Franck. Et vous à côté, bah moi je vote pour Marine. Et vraiment, il y a zéro argument. Et j'aurais aimé qu'il y ait des arguments, je veux dire, quand tu es censé être avec les trois meilleurs, je veux dire, comment tu détermines que l'un a été meilleur que les autres, enfin, et comment tu l'expliques surtout, parce que là, je me dis, ok, mais moi je comprends pas leur façon de penser. Alors, pas parce que c'est pas Ulysse qui a gagné l'immunité, mais juste parce qu'on comprend pas leurs arguments, parce qu'il y en a pas. Voilà. Je veux dire, quand t'élimines quelqu'un, que tu lui expliques, bah oui, mais ça allait pas, machin. Ok, mais quand quelqu'un gagne, faut aussi lui expliquer qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui a fait que cette personne-là a été meilleure que les deux autres. Que là, il n'y a rien, c'est juste bon, bah Marine, tu es immunisée, et puis voilà. Bon, j'ai trouvé ça un peu naze, honnêtement. J'aurais préféré qu'il y ait quelques arguments. Voilà. D'un côté, à koh ça m'agace que les aventuriers soient tout le temps obligés de se justifier. Hein, je pense au cassage de flèches, hein, je sais que des fois les arguments, évidemment, ils deviennent complètement pétés parce que bah et quand t'es comme Fred là, que tu gagnes quasiment toutes les salves, bah au bout d'un moment les arguments t'en as plus parce que bah voilà, quand t'élimines tout le monde, bah t'as pas spécialement d'arguments pour tout le monde. Donc moi je trouve ça ridicule de devoir argumenter tout le temps. Mais sauf que là, ici, il y a besoin d'argumenter vu ce qui se passe. Mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, Marguerite, Emma, Maya et Ebony vont chanter Wannabe des Spice Girls avec une invitée surprise qui est Lenny de la saison précédente. Je m'ai entendu parler d'elle, mais en même temps c'est normal puisque bah, j'ai pas vu la saison précédente. Et j'ai trouvé que la performance était cool. En plus, Wannabe des Spice Girls, c'est une très bonne chanson. Puis je l'ai réécouté peu de temps après l'épisode parce que c'est vraiment une chanson que je trouve vraiment très cool à écouter. Donc voilà, la performance était cool. Même si avec la chorégraphie, des fois, et ça j'avais déjà remarqué que Ebony, quand elle chante et qu'elle doit danser en même temps, elle a tendance à ne plus trop avoir le micro devant la bouche, ce qui fait que des fois tu l'entends quasiment plus. Alors c'est arrivé que une ou deux fois pendant la chanson, mais il faut quand même qu'elle fasse gaffe, parce que ça c'est des choses qui à mon avis pourraient lui être reprochées à un moment donné si bah, il reste que les meilleurs et que personne ne fait ce genre d'erreur et pas d'erreur sur d'autres choses, bah ça, la tenue, et je parle pas de la façon de s'habiller, mais la tenue, le fait de tenir son micro, de bouger, chanter en même temps, bah ça si t'arrives pas à le faire, ça peut te coûter cher au bout d'un moment, parce que ben, quand tu as un concert, tu dois quand même dynamiser ta prestation, et si tu n'arrives pas à bouger et chanter en même temps avec ton micro qui reste toujours à peu près à même distance de la bouche, bah ça va poser problème. Voilà. De toute façon, après, normalement, ils ont aussi des trucs que tu mets à l'oreille et tout, et qui va jusqu'à la bouche, là, et qui au moins, là, ça permet de bien bouger et chanter en même temps. Mais bon, il y a aussi beaucoup d'artistes qui bougent beaucoup avec micro en main, et qui gère mieux. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup la voix des Bonnie et tout ça, mais il faut qu'elle fasse attention parce que les rares fois où j'ai vu ce genre de détails, bah, c'était avec Ebony. Donc voilà, en soi, je pense pas que ce soit quelque chose de rédhibitoire, mais quand même, il faut faire attention. Et après, j'ai trouvé que Lenny prenait quand même beaucoup de place hein, quand elle arrivait, c'est elle qui est au milieu qu'on voyait le plus. Et ça, je trouvais ça un peu dommage parce que ben, c'est une ancienne candidate. Et même quand la prestation s'est terminée, celle qui était devant avec Nico, je lui ai dit oui mais ok, t'étais là avant, t'es une invitée, c'est cool. Mais en attendant, nous on est là pour les nouveaux candidats. Les anciens, entre guillemets, on s'en fout. C'est pas eux qui font l'aventure. Alors c'est très cool d'avoir des invités et tout comme ça. Mais pour moi, ceux qu'on doit mettre en avant, c'est les nouveaux. Tu peux pas mettre un invité devant et puis les autres dans leur dos et puis juste leur faire des compléments et puis qu'ils soient juste là derrière plantés que voilà. Donc voilà, j'ai absolument rien contre Lenny parce que je la connais pas, mais
Mais voilà, je préfère qu'on mette en avant nos candidats plutôt que d'anciens candidats ou des invités ou quoi que ce soit, quoi. Bref. Ensuite, on a Julie qui devait faire un duo avec Maureen, qui va un peu la piéger et tout, puisqu'au final, pendant les répètes, c'est Santa qui va du coup choisir de chanter avec Maureen et tout, donc c'était plutôt sympa. Et la performance, j'ai trouvé que c'était une très belle performance. Alors, j'ai pas noté le titre. Le titre, c'est S'il suffisait d'aimer. Ok. Et voilà, je trouvais que la performance était cool. Après, c'est pas Santa, c'est pas une chanteuse que j'aime énormément. Bon, Maureen, c'est pas ma préférée de l'aventure. Je trouvais que les deux, en plus, c'est deux femmes qui ont des voix assez puissantes et tout ça. Moi, c'est pas trop ce que je recherche quand j'écoute de la musique. Donc, j'ai trouvé que c'était bien, mais c'est pas la performance qui m'a le plus attiré que ça. Par contre, la performance suivante était géniale. C'est Ebony qui va chanter Human avec Rag Bone Man, qui est une musique que j'ai écoutée en boucle à l'époque de sa sortie pendant des semaines et des semaines, qui est géniale. Et j'ai trouvé que la musique collait très très bien au timbre de voix un peu grave d'Ebony. Je trouve que ça le faisait très clairement, sa prestation était géniale. En plus, avec Ragen Bonman qui a une voix géniale, franchement, les deux ça mixait super bien. J'ai adoré cette prestation. Pour moi, c'est vraiment la deuxième prestation que j'ai préférée de la soirée. Et franchement, c'est cool d'avoir un chanteur comme lui, international, qui est venu se prêter au jeu. Voilà. D'ailleurs, chose que j'ai trouvé très marrant et qui était un peu ridicule mais marrant, c'est que des fois, alors je pense que je sais pas si c'était le but, mais des fois, même quand Nico s'il parlait en français à Ragen Bonman, bah des fois même ça, t'avais la petite voix qui te traduisait ça en français. Sauf que bah oui, mais Nico s'il vient déjà nous le dire en français, donc pourquoi tu nous le retraduis en français, on vient de l'entendre quoi. Ça m'a fait marrer. Bref. Ensuite, comme Julie n'a pas pu chanter avec Maureen, du coup elle a un défi avec Charles, le défi des profs, qui est un défi de théâtre, où les deux vont devoir chanter Les Vieux Mariés de Michel Sardou en jouant une petite scène d'un vieux couple marié depuis des années. Voilà. J'ai trouvé que la performance théâtrale était cool, que le chant était cool. Après, c'est pas vraiment mon style de musique, mais je trouve qu'ils ont tous les deux très très bien géré. Surtout sur l'aspect scénique, ils ont très très bien joué. En plus, ils avaient le décor, le maquillage, la tenue, ils avaient tout pour être vraiment à fond dans leur rôle. Ils ont réussi le défi. Et franchement, bravo à eux parce que ce genre de choses est pas simple à faire. Bon, pour avoir déjà fait du théâtre pendant quelques années, je sais que c'est pas simple et franchement, je trouve qu'ils ont très très bien géré. Par la suite, on a Emma qui est présentée au château, qui est tout le contraire de Maya. Hein. Là où Maya c'est une pile électrique, Emma elle est, enfin, pile électrique qui va beaucoup vers les gens et tout. Emma c'est l'inverse, elle est plutôt discrète, elle est réservée, elle sait pas encore trop comment se faire sa place dans le groupe et tout ça parce qu'ils sont quand même 15, voilà, faut quand même se faire sa place parmi 15 personnes, ce qui n'est pas chose aisée. Et voilà, on nous dit aussi qu'elle n'a pas aimé sa propre performance de la semaine précédente et tout ça. Donc voilà. Et pour montrer la confiance que les profs ont en elle, ils vont lui faire un duo avec Jean-Louis Aubert. Hein, ils profitent qu'il soit là pour lui faire deux titres. Et ce titre c'est Alter Ego. J'ai trouvé que le duo était vraiment bon également. En même temps, t'as Jean-Louis Aubert, donc j'ai envie de dire c'est forcément déjà un truc qui glow up la performance. Mais Emma est une bonne chanteuse. C'est pas ma favorite de l'émission, c'est une bonne chanteuse. Après, le titre Alter Ego, je trouve qu'il colle très bien avec Emma et tout. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était un peu moins punchy et moins cool que ça c'est vraiment toi, mais c'est un avis personnel. En tout cas, j'ai trouvé que Emma a bien géré son truc. Ensuite, on a Marine et Maureen, comme elles ont des voix puissantes, elles vont faire un duo de voix puissantes, voilà. Et elles vont chanter Wrecking Ball de Miley Cyrus et Dolly Parton. Moi, je crois qu'il n'y avait que Miley Cyrus là-dedans. D'ailleurs, chanson que j'écoute de temps en temps, qui est vraiment très très bonne chanson. C'est peut-être même la seule chanson de Miley Cyrus que j'écoute. Pardon.
Et j'ai trouvé que la performance était très cool. En plus, avec les voix qu'elles ont, chanter Wrecking Ball, je trouve que en fait, c'est parfait. En fait, elles ont clairement les voix pour chanter Wrecking Ball. Donc voilà, je trouvais que la perf était très bonne parce qu'elles ont des voix adaptées à la musique en question et que du coup c'était vraiment très bon. En tout cas, moi j'ai adoré, même si Maureen, je suis pas hyper fan. Marine, voilà, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'adore Marine. Mais voilà, c'était cool. Mais je préfère quand on préserve les voix plutôt que les pousser à fond. En fait, je vois pas l'intérêt, mais bon, après, voilà, hein, c'est comme ça. Ensuite, on a eu un peu un medley de petites musiques et tout. Un peu de musique des, je sais pas, c'est quoi ça, les années 80, je pense. Ouais, ça doit être les années 80, je pense. Vous pourrez me corriger en commentaire. Voilà, et puis un petit medley avec Emma, Marine et Nikos qui vont chanter Daddy Cool de Boney M. D'ailleurs, moi j'écoute beaucoup Boney M, mais pas sur Daddy Cool, plus sur. Je sais même plus comment ça s'appelle la chanson, mais la musique autour de Rasputin et tout, que je trouve vraiment très très cool. Ensuite, on a eu Maureen, Julie et Maceo qui ont chanté le titre Waterloo d'ABBA. Et ensuite, on a Ulysse, Charles, Noah et Franck qui ont chanté YMCA de Village People. Bref, c'était un petit moment très cool, genre les petits medley comme ça, c'est plutôt sympa. Bon, très clairement, il y en a un dans l'eau, tu sens que chanter, c'est pas son truc premier, hein, c'est Nikos, qui en vrai a fait une bonne performance, mais bon, tu sens qu'il n'est pas chanteur, quoi. Voilà. Ensuite, on a Thomas, Paul et Maëlys, comme ils sont nominés, puisque leurs performances n'ont pas été assez bonnes selon les professeurs. Notamment dans le cas de Paul, on nous dit que il est beaucoup dans le spectacle, mais pas assez dans le travail de la voix. Dans le cas de Maëlys, elle coupe beaucoup trop les mots en anglais, elle ne va pas jusqu'au bout des mots, et elle est décalée avec le rythme des musiques. Dans le cas de Thomas, il y a aussi un problème de rythme et le fait qu'il va oublier des paroles pendant les évaluations, qui fait que qui font que ces trois-là vont être du coup sur le banc de touche. Voilà. Donc ils vont tous les trois interpréter une chanson et à la suite de ça, les gens vont décider de si on les garde ou pas. Du coup, on a Maëlys qui va chanter You Know I'm No Good d'Amy Winehouse, que personnellement j'ai trouvé très cool. En plus, chanter du Amy Winehouse avec la voix que Amy elle avait, franchement, faut le faire. J'ai trouvé que Maëlys a très bien géré, parce que moi je trouvais que la semaine dernière, la plus grosse erreur qu'ils ont faite, c'est de mettre Maëlys en duo. Parce que au final, Ebony, qui a une voix beaucoup plus puissante que Maëlys, écrasait, sans le vouloir bien sûr, la voix de Maëlys. Et ce qui fait que là, en solo, je trouve que Maëlys est beaucoup mieux, elle s'en sort beaucoup mieux avec sa voix, et franchement, j'ai beaucoup aimé cette performance. Ensuite, on a Paul qui a chanté Mistral gagnant de Renaud, que j'ai trouvé pas trop mal, mais bon, Mistral gagnant, j'ai écouté des milliers de fois. Mon père, il écoutait Renaud énormément, je crois que c'est un des rares artistes que notre père il écoutait. Donc du Renaud j'en ai bouffé, heureusement que j'aimais bien ça. Mais du coup voilà, quand tu passes de Renaud à Paul, bon voilà, hein, Paul j'ai rien contre lui, hein, mais la musique, voilà, c'était sympa, mais voilà, c'était pas la meilleure performance des trois selon moi, je vais revenir dessus. Ensuite on a Thomas qui a interprété des milliers de je t'aime de Slimane. Pareil, j'avais trouvé que la performance était sympa, mais j'écoute pas du tout Slimane, hein, c'est pas mon délire. Et du coup, voilà, l'interprétation est cool, mais voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur lui. Je trouve qu'en tout cas, comparé aux évaluations, il s'est quand même très très bien rattrapé. Et je trouvais que la meilleure performance à mes yeux, c'était celle de Maëlys. Déjà, pour deux raisons, et pour moi, je comprends pas que Maëlys ait été éliminée. Parce que déjà, je trouve que Paul et Thomas sont restés sur un truc très classique et très simple, avec des chansons entre guillemets françaises.
et notamment Paul, Mistral gagnant de Renault, tout le monde a au moins entendu ça une fois dans sa vie. Voilà, c'est quand même quelque chose de très basique, de très, entre guillemets, très simple, hein, même si bon, personne ici n'a la voix de Renault, mais voilà. Mais à côté de ça, j'ai trouvé que Maëlys, c'était beaucoup mieux en fait. Maëlys, on lui a quand même dit aux évaluations, voilà, ton problème c'est que quand tu chantes en anglais, tu mâches les mots, machin. Et ce que j'ai aimé avec Maëlys, c'est que déjà, elle est revenue avec une chanson en anglais. Je fais voilà, on m'a dit que ça c'était pas bon, et ben ok, ben, je vais améliorer ce qu'on m'a reproché, je vais revenir en force avec un autre titre en anglais, où je vais améliorer ce qu'on m'a dit qui ne marchait pas, et essayer de faire la meilleure perf que je peux. Et du coup, je trouve que Maëlys, elle aurait mérité mieux en fait. Parce que très clairement, elle s'est battue. Voilà, on lui a reproché des choses sur un titre en anglais. Elle revient avec un titre en anglais pour montrer qu'elle s'est améliorée, qu'elle a pris en compte les reproches qu'on lui a faits. On peut chanter une chanson en anglais, ben, je trouve que c'est plus compliqué que de chanter une chanson en français. Surtout un titre de Renaud ou de Slimane qui sont méga connus. Alors Amy Winehouse aussi, elle est méga connue, mais plus dans les générations de nos parents, même si quand même des gens de ma génération, hein, des années 90, écoutent encore beaucoup Amy Winehouse, mais je pense que dans leur génération à eux, je pense que c'est quand même moins populaire que à mon époque ou encore celle de mes parents, quoi. Et je trouve que pour moi, elle a pris un risque. Elle a fait une très belle perf en prenant un très gros risque comparé à Paul et Thomas. Et pour moi, Maëlys, elle n'avait pas à partir. Mais on va encore revenir sur son élimination après parce qu'il y a vraiment un truc. Voilà. Ensuite, on a eu une dernière chanson avec Maceo qui nous montre qu'il a pas beaucoup confiance en lui au point qu'il veut abandonner la Star Academy, mais il est soutenu par ses camarades et tout ça pour qu'il reste. Il va chanter Celui qui part avec Joseph Cabel. Je sais pas qui est Joseph Cabel, honnêtement, j'avais jamais entendu parler de lui. Et j'avais trouvé que la performance était très cool, bien que bah voilà, c'était pas non plus mon plus grand kiff, parce que bon bah, Maceo il a l'air sympa, mais c'est pas un de mes favoris non plus. Voilà. Ensuite, on a toute la promo qui est imprégnée When I Was Your Man, je crois, de Bruno Mars. Hein, j'ai vu vite fait le nom, j'ai noté Bruno Mars, si ça se trouve c'est pas ça, mais bon, tant pis. Et du coup, après ça, on découvre qui a été sauvé par le public. Et là, la catastrophe. Et la personne qui est sauvée par le public, c'est Thomas. Et là, je me dis, what? Comment ça? Je me dis, comment ça? Comment ça? Parce que quand même, on a trois artistes qui sont nominés. On en a une parce qu'elle manque un peu de rythme et qu'elle mâche un peu les mots. On en a un parce qu'il met plus en avant l'aspect théâtral que l'aspect musical. Et on en a un parce qu'il n'est pas en rythme et qu'en plus il oublie les paroles quand il chante. Donc pour moi, s'il y en a un des trois qui entre guillemets est pire que les autres, c'est forcément celui qui oublie son texte. Encore, si t'es pas trop en rythme, quelqu'un qui connaît pas la musique, qui est juste qui aime bien écouter de la musique mais qui n'est pas un expert, si t'es pas en rythme, les gens ils vont pas s'en rendre compte. Mais quelqu'un qui oublie son texte, ça on s'en rend compte, et ça pour moi c'est rédhibitoire. Par exemple, c'est comme au théâtre. Quelqu'un qui oublie son texte, si les acteurs ils improvisent bien, tu t'en rends pas compte. Et moi, c'est ce qui arrivait à une de mes représentations. Avec les gens avec qui je jouais, au bout d'un moment, il y a une personne en face de moi qui devait dire des choses, qui a oublié son texte. Du coup, elle a improvisé direct. Du coup, on a sauté toute la partie, on est passé direct à un truc un peu plus loin. Voilà. Et du coup, on a relancé la scène comme ça, en improvisant totalement ce qui se passait, parce que ce que nous on a improvisé devait se passer au moins de 2-3 minutes plus tard. Voilà, et on est reparti normal. Et à plusieurs reprises, sur la deuxième représentation, il y a eu des petits couacs. Mais en fait, on a tellement bien improvisé à chaque fois que le public a vu que du feu. Vraiment, le public, après, ils sont d'une voix, ils sont en mode ouais, c'était trop bien, machin. Même ma famille qui était dans le public, ils ont rien vu. Ils ont rien vu parce qu'on a tellement bien improvisé qu'ils ont rien vu.
Alors que nous, on était hyper frustrés parce que nous, on était en mode putain, on a fait des erreurs là-dessus, on a fait des erreurs là-dessus et tout. Le public c'était en mode ouais, c'est trop bien, on a passé un super moment. Et nous, on était en mode mais non, en fait, on a fait que de la merde, on a fait plein de fautes et tout. Mais le truc, c'est qu'effectivement, quand tu connais pas le métier, que tu sais pas comment se passent les choses, comment on gère les choses, bah voilà, tu peux pas savoir. Donc là, par exemple, quelqu'un qui n'est pas en rythme, si t'es pas un chanteur, tu peux pas vraiment t'en rendre compte, à moins que la personne soit vraiment décalée. Mais bon, voilà, il faut vraiment être nul pour ça. Euh, mais pour moi, quelqu'un qui oublie son texte, dans la musique, bah là, ça se voit direct, parce que tu peux pas improviser une chanson. Je veux dire, voilà, quand tu es au théâtre, tu peux improviser ta scène tant que tu restes très proche de ce que le personnage est en train de dire ou en train de faire. Et personne s'en rend compte. Mais quand tu chantes une chanson, qu'en plus tout le public ou une grosse partie du public connaît, voilà, alors bien sûr, Thomas n'a pas fait cette erreur-là en prime, mais il a quand même fait aux évaluations, qui, bon, certes, t'as quand même le stress d'être noté par les profs, mais qui était quand même que devant 3-4 personnes. Moi, je trouve que c'est quand même moins stressant, même si t'es quand même jugé et tout. D'ailleurs, même sur un prime, t'es jugé devant encore plus de personnes. Donc, je trouve que pour moi, Thomas, c'est celui qui devait pas être sauvé par le public. J'ai pas compris que le public ait voté Thomas. J'ai pas compris du tout, hein. Franchement, j'ai rien contre lui, mais j'ai trouvé que le vote était trop bizarre. C'était pas le bon vote pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a les élèves qui doivent voter soit pour Paul ou pour Maïlis. Et là, mais la catastrophe, 7 voix pour Paul, 3 voix pour Maïlis. Et on n'a pas été jusqu'au bout des autres étudiants parce que, bah voilà, même si Maïlis gagnait d'autres voix, je pense qu'elle revenait pas au score, donc voilà. Mais la catastrophe, Paul qui est gardé à la place de Maïlis. Et Maïlis qui doit partir, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, ce qui m'a agacé le plus, en fait, c'est pas que Paul et Thomas restent et pas Maïlis. En fait, c'est que Thomas, il reste alors qu'il a fait pour moi l'erreur la plus mauvaise qu'on puisse faire dans la musique. Donc, ne pas connaître son texte. Et Paul, ce qui m'a agacé, c'est que personne ne l'a gardé pour le chant, mais juste pour son message. Et je me dis, ok, donc en fait maintenant on garde les gens dans une émission plus pour ce qu'ils représentent que leur talent artistique. Et là ça m'a agacé. Parce que je me suis dit, Maïlis, quand on donnait des voix pour elle, c'était par rapport à sa musique. Paul, quand on le gardait, c'était par rapport à son message. Et du coup, sa prestation, machin, tout le monde s'en bat les couilles, personne n'a vraiment retenu sa prestation, et c'est lui qui reste, alors que, clairement, au niveau des voix, les gens ont clairement préféré la performance de Maïlis, mais ont été plus touchés par le message de Paul. Et moi j'étais en mode, mais on est dans une putain d'émission musicale. On est dans une émission musicale et on ne récompense pas la personne qui chante le mieux. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, j'ai pas compris. Ça m'a saoulé. Voilà, alors après j'ai passé un très bon épisode, mais ça m'a saoulé. Je me suis dit, mais depuis quand on fait ça? Depuis quand on élimine quelqu'un que tu considères chanter mieux que les autres? Juste parce que l'autre il a un beau message, donc on le garde. C'est comme dans un des épisodes de koh on était en mode oui, bah on va éliminer un garçon parce que sinon il y aura quasiment plus de femmes. Mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. À la fin, c'est toi qui dois gagner. Donc si t'es un homme et que tu veux gagner, tu vas te dire ah bah non, mais il faut quand même que les femmes elles aillent loin aussi, donc faut les garder. Ben non, t'élimines tout le monde, tu t'en bats les couilles. Ça change quoi qu'à la fin tu sois en finale contre un gars ou contre une fille? Ça change rien si t'as envie de gagner. Je veux dire, il y a des arguments, des fois, ils sont d'un ridicule, c'est pas possible. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, il y aura un petit cut, vous allez voir, parce qu'on est déjà à 1 heure de vidéo, et je pense que j'aurai plus de place sur mon téléphone, donc je vais faire un peu de place, et ensuite je vous parle direct de koh. Bon, me revoilà, voilà, un peu plus couvert parce que je suis allé travailler entre deux, voilà, faire mes heures du midi. Donc on va passer maintenant à koh. Donc koh qui est le seul épisode sur les trois où je n'ai pas de notes. Et c'était un épisode plutôt honnête. Voilà, ça n'a pas été l'un des meilleurs épisodes, mais vu ce qu'on a eu
pendant 2-3 semaines, je trouve qu'on est sur un épisode plutôt sympa. Donc après, comme j'ai dit, j'étais en soirée avec des potes quand on a regardé l'épisode, donc j'étais pas non plus concentré à 100% sur l'épisode, parce qu'en même temps on discutait, tout ça, voilà. Donc, on a d'abord Sarah qui est arrivée au jury final, qui du coup voilà, a annoncé plus ou moins la trahison de Gustin, ce qui a plus ou moins choqué certaines personnes. Et je peux comprendre que ça ait choqué, mais voilà, en soi, même si je le supporte pas, il a bien joué, voilà, parce qu'il y aurait eu de grandes chances qu'il puisse partir plus vite. Donc voilà, parce que là, Gustin, moi je le vois aller assez loin, ce que j'espère pas, mais je le vois quand même aller assez loin grâce à sa trahison. Donc voilà. Ensuite, on arrive sur le camp. Sur le camp, bon, on a Cassandre, voilà, qui arrive pas à se remettre de ce qui s'est passé, qui du coup ne parle plus du tout à Gustin. Hugo, c'est un peu pareil. Voilà, on sent que les tensions elles sont là, que voilà, la trahison elle est encore en travers de la gorge, elle est difficile à passer. Et en plus, Gustin, il a une phrase face cam, enfin une face cam où il dit clairement qu'il a aucun remords d'avoir trahi son équipe, voilà, qu'il en a globalement rien à foutre de ce qu'il a fait. Et, chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que sur les réseaux sociaux, quand il a trahi Sarah, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode ouais, Justin trop bien, il est incroyable et tout. Bon, alors que le mec il branle rien, il sert à rien. Voilà, hein, parce que pour moi, un gars qui va bosser sur le camp juste parce que maintenant il s'ennuie avec d'autres gens, pour moi, c'est pas quelqu'un de respectable. Parce que c'est dire que les autres, tu te sentais pas bien avec eux, donc tu ne fais rien. En sachant qu'il était quand même très proche de Cassandre, donc genre du jour au lendemain, il considère que Cassandre c'est une merde comme les autres, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, il a zéro respect pour les autres. À la limite, tu vois, qu'il avait son conflit avec Sarah et les filles qui étaient proches de Sarah, à la limite, je peux comprendre que pour elle, voilà, il soit mauvais avec elle. Mais le genre des mecs comme Hugo, comme Maxime, qui ont jamais forcément été contre lui, qui ont même fait des stratégies ensemble contre les femmes, euh, que tu es Cassandre avec qui il était proche, qui était tout le temps en train de le soutenir, et que là, du jour au lendemain, voilà, ils les considèrent tous comme de la merde dans le même panier, bah, j'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines personnes ont été déçues, et je peux les comprendre, parce que tu dis, en fait, le mec, il est vraiment égoïste à un point, voilà, c'est phénoménal. Alors bien sûr, il faut prendre en compte qu'on est dans un jeu, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et que bah, l'énervement, les sentiments comme ça peuvent être exacerbés. On se doute bien que Gustin, il doit pas être comme ça dans la vraie vie, ou du moins, j'espère pas pour sa famille. Mais voilà, en tout cas, les mots sont durs, assez violents. Voilà, et voilà. Ensuite, un peu plus tard, ils reçoivent les arcs et les flèches pour s'entraîner au tir, parce qu'on va avoir l'épreuve. Alors, épreuve où j'ai trouvé le confort complètement nul. Voilà, je le dis honnêtement, le confort, si tu prends un milkshake devant une vidéo de ta famille, ouais, on a vu des conforts 1000 fois mieux que ça, hein. Là, c'était vraiment à chier, je trouve. Et en plus, je déteste ce genre de séquence où on veut absolument faire pleurer les candidats. C'est vraiment un truc que j'aime pas. C'est pour ça que tout ce qui est courrier, les téléphones, la famille, euh, tout ça, c'est des moments où moi j'aime pas. Parce que c'est vraiment des moments où les candidats ils vont chialer et tout, je peux comprendre, hein, forcément leur famille leur manque et tout ça. Mais moi, c'est quand je regarde Colanta, je regarde pas Colanta pour voir des gens pleurer, je regarde des Colanta pour voir des gens vivre une aventure. Et ces séquences-là, elles sont là surtout pour les faire chialer. Et on le sent de plus en plus avec les années, avec Denis, dès qu'un aventurier il pleure pas, ou là, clac, il t'enfonce le couteau et tout. Pour vraiment faire chialer. Et moi, c'est vraiment des séquences que j'aime pas. Voilà. Donc là, on arrive sur un jeu que j'adore, mais avec une récompense que je déteste. Voilà, donc c'est un peu mitigé. En tout cas, sur l'épreuve, on va pas mal se venger, hein. Hugo, quand il gagne sa salle, lui il casse la flèche de Gustin
parce que Gustin, voilà, a trahi les rouges. Et Frédéric, quand il gagne, il va notamment casser la flèche de Hugo et de Maxime, qui tous les deux avaient fait des promesses à Frédéric et qui n'ont pas tenu en votant contre lui au conseil précédent. Donc Frédéric a dégagé Hugo et Maxime de l'épreuve du tir à l'arc. D'ailleurs, Frédéric il va éliminer plus de la moitié des participants, parce qu'ils sont 11. Je crois qu'ils sont encore 11 en liste à ce moment-là, et il gagne facile 5 ou 6 salves, donc il a carrément éliminé un peu plus de la moitié des participants. Enfin non, il a clairement éliminé plus de la moitié des participants, puisque bah, si on l'enlève lui-même, il a 10 adversaires, il a gagné 5 ou 6 salves, donc ouais, il a éliminé minimum la moitié. Et pareil, là on arrive à un moment, pareil, que j'aime pas. J'ai déjà vu ça dans les vidéos de Maxime, et là-dessus, bah, il y a des trucs où je suis pas d'accord avec lui, genre sur la gestion de la bouffe, et il y a des trucs où je suis d'accord avec lui, et notamment ce point de la justification, c'est quelque chose qui me saoule. Dans le sens où les candidats sont tout le temps obligés de se justifier de tout et n'importe quoi, et en fait ça arrive à un moment où les candidats se ridiculisent, parce que ben ils ont plus d'arguments en fait, et juste qu'ils n'ont pas d'arguments tout court. Je veux dire par exemple Frédéric, quand il élimine comment il s'appelle, Maxime et Hugo, il a des raisons de les éliminer, parce que ils l'ont trahi, il les élimine, c'est logique. Mais après, quand il doit éliminer Charlotte, Sophia, il n'a pas spécialement de raison, c'est son équipe, il n'a pas de raison spéciale d'éliminer Sophia avant les autres. Du coup, il trouve une excuse bidon. Après, quand il élimine Charlotte, pareil, il trouve une excuse bidon, parce qu'il n'a pas réellement d'excuse pour ça. Et ça, c'est un truc qui m'agace. Parce que du coup, Denis, il est en mode, oui, bah, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça. Sauf que des fois, ils ont une vraie raison, des fois, ils en ont pas. Et le truc, c'est que quand ils en ont pas, bah, le spectateur, il le retient, ça. Et après, le spectateur, il gueule, il crache sur les candidats. Parce que bah, la justification ne leur plaît pas. Mais en fait, le problème, c'est pas le candidat. Le problème, c'est Denis qui leur demande, enfin, Denis ou même la production, qui leur demande de se justifier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'ils n'ont pas forcément de raison. Voilà, moi je veux dire, je fais du tir à l'arc, je gagne toutes les salles contre 10 adversaires. Il y en a peut-être que pour qui j'aurai la haine que je vais éliminer, il y en a d'autres que je vais bien aimer, mais je dirais bah j'ai pas le choix de les éliminer, et il faudra quand même trouver des excuses. Enfin je veux dire, c'est ridicule. C'est comme quand ils commencent l'aventure et que c'est eux qui composent les équipes. Je veux dire, les mecs ils se connaissent pas, et quand je dis les mecs, bah, les meufs, hein, tout le monde. Mais les gens ils se connaissent pas. Et genre quand Frédéric et Hugo ils ont constitué les équipes, c'est en mode oui bah pourquoi tu prends lui, pourquoi tu prends elle. Mais quels arguments tu veux qu'ils te trouvent? Ils les connaissent pas, ils les ont juste observés 5 minutes faire une épreuve. Comment veux-tu qu'ils trouvent des arguments logiques et corrects pour dire bah tiens je prends telle personne, hein, donc franchement ça c'est un truc qui m'agace un peu à koh, c'est ce besoin de tout le temps, tout le temps, tout le temps se justifier. Euh, Alors que des fois, tu as juste zéro raison. Les règles, c'est t'élimines tout le monde. Là, je reprends l'exemple du tir à l'arc, mais la règle, c'est tu gagnes, t'élimines. Sauf que bah, au bout d'un moment, quand il n'y a que tes alliés, bah, t'as pas de raison d'éliminer les autres. T'as juste pas le choix, c'est la règle du jeu. Donc, au bout d'un moment, il faudrait qu'ils repensent à ça, parce que je trouve que ça dessert beaucoup plus les aventuriers de devoir tout le temps se justifier, comme par exemple quand ils vont devoir donner les sacs, quand on aura l'épreuve des sacs. Voilà, ils vont encore devoir se justifier à chaque fois, parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps des raisons, quoi. C'est juste la règle du jeu t'oblige à le faire. C'est pas pour ça que derrière tu as des raisons bah, logiques et implacables pour donner ton sac à telle ou telle personne. C'est juste que t'as pas le choix. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'agace de plus en plus. Mais bon, en tout cas, Frédéric, il gagne l'épreuve. Voilà, donc Denis lui demande à qui il veut emmener avec lui, puisqu'il dit ouais, ce genre d'épreuve, ce genre de confort, ça se partage. Bon, c'est sûr que ça se partage, hein, vu que c'est une personne en plus qui pourra profiter de sa famille, enfin entre guillemets, parce que c'est qu'une vidéo. Mais voilà, c'est quand même sympa. Et le truc, c'est que moi je pensais qu'il allait choisir Charlotte, parce que Charlotte c'est celle qui a le plus mal réagi à son cassage de flèche. Donc je me suis dit, il va peut-être choisir Charlotte, comme ça il va arrondir les angles, et voilà, du fait qu'il l'ait emmené au confort, qu'il a pu avoir des nouvelles de sa famille et tout, peut-être que ben voilà, il va à nouveau la réconcilier après l'avoir à nouveau trahi pour la on ne sait combien de fois selon Charlotte.
Euh, et, euh, et du coup, euh, il choisit Thibaut. Alors, c'est très cool pour Thibaut, mais j'ai pas trouvé que le choix était le plus logique. Moi, j'aurais vraiment choisi Charlotte. Je me dis, putain, j'ai mon équipière là qui, du coup, a la haine contre moi parce que je l'ai éliminé et que ma justification était pas bonne. Moi, j'aurais plutôt emmené, parce que déjà le fait de l'emmener, après se sentir coupable de m'éliminer, donc du coup, elle le fera pas maintenant. Et en plus, ça me permet de m'excuser, tout ça. Donc, moi, j'aurais pas choisi Thibaut. Mais bon, apparemment, comme dit Fred, il avait déjà sûrement promis, ou du moins l'idée en tête, d'emmener Thibaut s'il gagnait. Donc, bon, bah voilà, c'est ce qu'il a fait. Au moins, s'il avait donné sa promesse à Thibaut, il l'a tenu. Mais stratégiquement, c'est pas le choix que j'aurais fait. Et d'ailleurs, Frédéric va lui-même reconnaître que bah, il subit son élimination à cause de ça, quoi. Donc voilà. Chose que j'ai trouvé très stupide aussi de la part de Thibaut. Voilà, c'est un aventurier que j'aime bien, mais j'ai trouvé que son choix de faire une finale sportive au tir à l'arc, j'ai trouvé ça complètement débile. Euh, Personnellement, je suis à la place de Thibaut. On est aux portes de la finale de l'épreuve. C'est moi qui ai le jeu en main. T'as Frédéric qui a gagné les trois quarts des salves. Tu as Jacques, je crois que c'est Jacques, hein, qui est entre guillemets aux demi-finales du tir à l'arc, qui lui a réussi zéro salve. Euh, je me dis, moi j'en ai gagné deux, parce que je crois que Thibaut c'était sa deuxième salve. Je me dis, ben j'en profite, je me débarrasse de Frédéric. Alors oui, la finale, elle serait moins belle, elle serait moins sportive, mais putain, le jeu, c'est vous devez gagner, c'est pas vous devez laisser les autres gagner. Et ça, c'est un truc qui m'agace aussi. Pourquoi laisser les autres gagner? C'est ridicule, on s'en fout d'être sportif ou pas sportif. Le but, c'est de gagner. Si vous gagnez, que ce soit contre Jacques, contre Frédéric, contre Hugo, contre n'importe qui, on s'en bat les couilles. Je veux dire, tu veux voir ta famille, tu veux passer du temps avec eux. Bon, là, c'est juste voir une vidéo, mais bref. Et tu sais que si tu affrontes Frédéric, tu as quasiment zéro chance de gagner le confort. Tu affrontes Jacques, je crois que c'était lui, désolé si je me trompe de personne, mais tu as Jacques. Lui, il a rien gagné. Alors certes, avec un coup de chance, c'est déjà arrivé, il peut renverser la chose. Mais tu as plus de chances de gagner contre lui en ayant déjà gagné deux salves. Au bout d'un moment, pense à toi. Pense à gagner ton confort. Te dis pas. En plus, le truc, c'est qu'en plus, il est conscient de ça, Thibaut. Il te dit bon, bah, j'ai quasiment aucune chance de battre Frédéric, mais je veux une finale sportive. Mais t'es con. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais t'es con. Je veux dire, gagne l'épreuve. Prends le plus faible. Enfin, moi, c'est ce que je ferai. Au bout d'un moment, c'est pas parce que une personne est plus forte que toi qu'elle mérite plus que toi de faire le confort. La preuve étant avec Gustin. Gustin, sur les épreuves, il est plus fort que beaucoup de personnes. Enfin, après, ça dépend des épreuves, hein, on a vu ça cette semaine. Mais Gustin est extrêmement fort dans les épreuves. C'est pas pour ça que c'est le meilleur aventurier. Après, quand tu vas sur le camp, à part depuis qu'il sent mieux avec les ex jaunes, mais quand tu le voyais sur la première partie du jeu, le gars il branlait rien, il était insupportable avec tout le monde. Donc tu te dis, en quoi un mec comme ça qui branle rien sur le camp, qui se donne juste sur le sport, mérite plus que moi, qui suis moins fort en sport mais qui me donne à fond sur le camp, en quoi moi je mérite moins que lui de gagner le confort. Voilà, et moi ça m'a agacé de fou, je me suis dit, mais il est trop con. Je me suis dit, alors certes, pour moi Frédéric c'était le meilleur de la saison. Je vous le dis tout de suite, pour moi Frédéric c'est mon préféré, c'était le meilleur de la saison. Alors je voulais pas qu'il gagne, parce que pour moi, ce genre de saison, mi-nouveau, mi-ancien, ça devrait pas exister. Voilà, c'est soit tu fais une saison avec que des nouveaux, soit une saison All-Star, mais voilà, pas de mixte. Je trouve ça vraiment naze. Mais bon, voilà. Ça n'empêche pas que, n'empêche, dans la saison, je trouve que Frédéric, c'est l'aventurier qui, pour moi, ressortait le plus en termes des 4 c'était plus intéressant, fort dans les épreuves, stratégie, il bosse sur le camp, il avait un très bon social avec pas mal de gens. Bon, voilà. Toi, tu dis que même des adversaires venaient le voir pour tenter des stratégies et tout, pour survivre et tout. À peine il se rend compte, c'est que tu dis que voilà, il avait quand même quelque chose. Bon, il avait l'avantage aussi d'avoir déjà fait une saison qui l'a aussi désavantagé par rapport à d'autres choses. Mais voilà.
Et, et ouais, je sais plus pourquoi j'ai divagué comme ça. Bon, je sais plus. Ça va me revenir au bout d'un moment, comme dans d'autres vidéos. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin bref, si en fait, tout ça c'était juste pour dire que. Enfin non, parce que j'ai divagué, mais je sais plus pourquoi, mais tout ça pour dire que. Enfin pas tout ça, mais pour dire que les. C'est pas parce que t'es fort sur les épreuves que t'es forcément un bon aventurier. Voilà. Donc, c'est pas parce que t'es fort dans les épreuves que tu mérites plus que quelqu'un d'autre d'aller gagner le confort. Voilà. Pour moi, par exemple, quelqu'un qui donne à fond dans les épreuves et qui est pas spécialement bon parce que d'autres sont plus forts et qui va se donner à fond sur le camp et tout, comme le fait Thibaut, là, pour moi, il mérite bien plus de gagner un confort que quelqu'un comme Justin qui a passé la moitié de son aventure couché par terre à dormir, à bouffer comme il n'y a pas, ou du moins à tenter de pouvoir bouffer comme il n'y a pas, et ensuite à se donner que sur les épreuves. Voilà, alors je fais le comparatif avec Gustin parce que c'est plus. Genre la différence est beaucoup plus marquante. Voilà, parce que Gustin est extrêmement fort dans les épreuves, mais voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et du coup, quand Thibaut il décide d'affronter Frédéric contre qui il a aucune chance et contre qui il va perdre, je me suis dit, mais il est trop con. Mais il est trop con. J'ai regardé mon pote, je lui ai fait, mais putain, mais il est trop con. Il a perdu là, il est foutu. Mais bon, c'est comme ça. Après, voilà, chacun fait comme il sent son aventure, hein, mais je comprends pas cette mentalité de laisser les autres gagner plutôt que de se donner le plus de chances possible de gagner. Ça, je comprendrai jamais. Bref. Ensuite, le confort, en vrai, bon, bah, il est pas ouf, hein. Franchement, voilà, tu vois juste les mecs bouffer un milkshake et des lasagnes et puis regarder la petite vidéo de leur famille, bon, c'était pas ouf. Sur le camp, bah forcément, Sophia et Charlotte sont énervées du choix de Frédéric et se préparent à voter en fait contre lui et vont même faire une stratégie avec Hugo, Maxime, tout ça, afin d'éliminer Frédéric. Alors, Hugo est également un peu en danger, c'est assez amusant que ce soit les deux capitaines, les deux anciens aventuriers, les deux anciens gagnants de koh qui sont en danger au même moment, c'est assez amusant. Mais en même temps, bah, Hugo paye un peu les pots cassés de sa trahison envers Frédéric. Et de l'autre côté, bah, Frédéric, lui, paye un peu les pots cassés de fait de mal gérer son équipe entière. Voilà, parce que ben, Charlotte et Sophia, même si vous allez loin avec elle, c'était quand même un peu voilà l'équipe de secours quoi. Donc forcément au bout d'un moment elles en ont eu marre, elles décident de s'affranchir. Et encore une fois, les gens peuvent apprécier, ne pas apprécier. Moi j'adore Frédéric, mais comme je voulais pas le voir gagner, bon ça me faisait chier qu'il parte maintenant, parce que bah, je trouvais que c'était le personnage le plus intéressant de l'aventure. Mais bon, c'est comme ça. Euh, mais, euh, mais je trouve quand même que Charlotte et Sophia ont plutôt bien joué. Quand tu vois que Frédéric et Hugo gagnent quasiment toutes les épreuves, fallait en profiter de pouvoir éliminer un des deux. Voilà. Donc, sur le camp, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire à part que voilà, il y a des préparations de stratégie contre Hugo, des préparations de stratégie contre Frédéric, que Hugo va trouver un collier d'immunité. J'espère qu'il le jouera pour éliminer Gustin un jour, j'espère. Voilà. Après, j'ai pas noté grand chose d'intéressant. Voilà. L'épreuve d'immunité, bon, c'est une épreuve, encore une fois, qui est mythique, mais pas des plus agréables à regarder. Heureusement, ça passe assez vite, mais qui est l'épreuve du paresseux, voilà, qui est plutôt sympa. Voilà, avec des bonnes perfs et des très mauvaises perfs, hein, notamment Augustin qui tombe dans les premiers avec je sais plus qui. Mais en même temps, ça me surprend pas, hein, quand t'es gorant et costaud comme ça, bah, supporter tout ton poids avec ta gravité et tout, ça doit être plus compliqué. Et en plus, c'est ce que je disais à mon pote, je disais, de toute façon, tu verras, la personne qui va gagner sera quelqu'un de plus petit et plus léger, parce qu'ils sont plus avantagés physiquement sur ce genre d'épreuve. Et bah, ça n'a pas manqué, hein. Tu regardes la finale, bah, c'est Charlotte et Cassandre, hein, deux femmes qui sont assez légères, pas très grandes, et du coup bah, qui ont moins de poids et tout, donc forcément
mieux se tenir. Alors forcément, ça marche pas toujours, hein. On a bien vu des mecs comme Claude, qui est très grand et qui a du poids à tenir, qui a déjà gagné ce genre d'épreuve, de mémoire. Donc, ma théorie ne fonctionne pas toujours. Mais, dans la logique, quelqu'un de plus léger, qui a moins de poids à porter, devrait tenir plus facilement. Et d'ailleurs, dans le top 3, on avait Hugo qui, d'un moment, a lâché. Et en plus, à un moment donné, je dis à mon pote, je fais, tu verras, ceux qui se tiennent avec les mains plutôt qu'avec le coude comme ça, ils vont pas tenir jusqu'au bout. Et effectivement, à un moment donné, Frédéric, il se tient avec les mains comme ça, il essaie de replacer son pied et là, tout son corps qui glisse. Et c'était logique, hein. Franchement, je m'attendais pas à un autre dénouement de la part de cette épreuve pour ceux qui se tenaient de cette manière-là. Parce que moi, avec ton coude, ça fait comme, en fait, ça fait vraiment un crochet, quoi. Donc forcément, que tu te tiens mieux que juste tes mains, d'un moment, elles glissent. Voilà, pour le peu qu'on qu'il fasse chaud, que tu commences à avoir de la sueur et tout, ben ouais, tu commences à glisser et puis ben, au bout d'un moment, tu tombes. Voilà. Donc, victoire en tout cas de Charlotte en finale contre Cassandre. Donc voilà, belle victoire, hein. Bon, 2 heures d'épreuve, on n'est pas dans les records qu'on a vus, mais je trouve que c'est quand même un bon temps d'épreuve quand même. Voilà, et une très belle perf pour des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de briller. Bon, Cassandre elle a brillé sur le parcours du combattant et après elle s'est foirée sur le labyrinthe. Mais voilà, avait quand même eu l'occasion de briller sur une épreuve. Là où Charlotte n'a pas encore l'occasion de briller depuis le début et qui là, bon bah voilà, sur une épreuve statique, elle montre qu'elle peut être très très forte. Et si on a d'autres épreuves statiques hors poteau, je pense qu'elle peut être redoutable. Et d'ailleurs sur les poteaux, je pense qu'elle peut l'être également. Donc voilà, je pense que les autres vont devoir faire attention à Charlotte. Et du coup, bah, sur le camp retour, j'ai pas noté grand chose d'intéressant. De toute façon, entre guillemets, j'ai rien noté, mais voilà, j'ai trouvé que l'épisode en soi était pas hyper intéressant. On a eu un moment donné où je sais plus c'est qui, je crois que c'est Charlotte qui renverse du riz. Voilà, donc tu les vois en train de ramasser le riz grain par grain. Je me suis dit, putain, on est vraiment en train de passer 5 minutes là-dessus. Bon, 5 minutes, j'exagère un peu, mais on a quand même passé beaucoup de temps dessus, hein. On a vu le riz tomber, on les a vus ramasser le riz, on a vu Charlotte parler sur le riz qui est tombé, puis on a vu Gustin parler sur le riz qui est tombé, oulala, fallait surtout pas qu'on perde un grain de riz. Oh l'enfer, passer autant de temps juste sur ça. Voilà, genre sur un épisode plus. En fait, je pense qu'il devrait juste raccourcir les épisodes ou je sais pas, trouver une solution, mais genre il y a des moments où tu te dis, mais à quel moment ils pensent que c'est divertissant? Je sais pas, montrer des gens en train de pêcher, en train de chasser, en train de faire des trucs intéressants. Surtout qu'à un moment donné, tu vois Hugo et Cassandre avec les trucs pour pêcher, et je suis même pas sûr qu'on nous les montre réellement pêcher. Je veux dire, au bout d'un moment, montrez-nous ça plutôt que des gens qui ramassent des grains de riz dans le sable. C'est pas intéressant, ça raconte rien dans l'histoire. À la limite, si ça fait comme la saison 15, avec Alain alors je crois que c'est Cécilia qui avait renversé le riz, et que Alain avait balancé Cécilia en se disant ouais si je la balance sur le fait qu'elle a renversé le riz et tout, du coup tout le monde va voter contre elle parce qu'on perd de la bouffe, et qu'au final ben ça s'est plutôt retourné contre lui. Alors il n'y avait pas eu que la question du riz, mais il y avait le fait qu'il balance pour le riz plus le fait qu'il jette ses sacs au pied de Wendy. Ça faisait beaucoup, et du coup au final il avait été éliminé au conseil juste après pour ces deux raisons là. Donc à la limite que là effectivement Charlotte elle renverse le riz et que ce soit un argument pour l'éliminer au conseil qui suit. À la limite qu'on passe autant de temps dessus, pourquoi pas. Voilà, surtout que Charlotte quand elle se défend elle est en mode oulala c'est une grosse faute de perdre de la bouffe machin et tout. Donc à la limite si ça raconte quelque chose sur la suite de l'épisode, à la limite je veux bien. Mais quand ça raconte rien, juste on a renversé du riz, on a récupéré tout le riz, et que bah, en fait personne en veut à personne parce que bah voilà, c'est des choses qui arrivent, et que personne n'a cherché à accuser tout le monde, enfin d'autres personnes, enfin je veux dire voilà, c'est comme ça. Euh, et du coup là ça raconte rien, tu perds 5 minutes sur des choses qui auraient pu être plus intéressantes. Voilà, et comment en 2015 ça faisait sens. Voilà, t'as le riz qui est renversé, on a passé beaucoup de temps dessus, mais ce riz renversé a été l'un des arguments qui a permis d'éliminer quelqu'un.
Donc là, ça faisait sens de passer du temps dessus. Voilà. Et moi, j'aime quand les choses font sens. Et que, bah voilà, t'es quand même censé être dans un programme où tu te divertis. Et en fait, je me dis que plus le temps avance, plus je me dis qu'en fait, en termes de montage et tout, en fait, Pékin Express met une branlée monumentale à koh, hein. C'est un truc de fou, hein. On met une branlée, enfin ils mettent une branlée parce que je travaille pas pour M6, j'aimerais bien, mais voilà. Mais ils mettent ouais, une branlée monumentale à koh en termes de montage, hein. Et après le programme fait que c'est beaucoup plus simple d'avoir un programme dynamique, mais j'ai l'impression que TF1 non plus se fait pas chier à essayer de nous proposer un programme des plus intéressants. Voilà. Bref. En tout cas, on arrive au conseil. Voilà, on va avoir des discussions pas hyper intéressantes qui vont pas forcément influencer les votes en tout cas. Il y a même une conversation, j'ai trouvé un peu naze, de la part de Charlotte et Sophia qui vont être en mode oui, nous on se sent inférieur et tout parce qu'on fait des tâches moins comment dire, grandioses que ceux qui vont pêcher ou des trucs comme ça. Et genre, je me suis dit, mais on s'en fout en fait. En fait. Tant que sur le camp, les gens font quelque chose, je pense que c'est suffisant. T'as pas besoin d'aller pêcher pour être le meilleur aventurier sur le camp. Je veux dire, t'as juste besoin d'apporter ta patte sur le camp, d'aider ceux qui ont besoin ou quoi que ce soit, mais je veux dire, t'as pas besoin d'être celui qui va pêcher, qui va trouver comment ça s'appelle, les trucs qui bouffent là. Bon, j'ai oublié. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vu dans cet épisode. Mais, euh, mais voilà, et je trouvais que le truc est un peu ridicule en mode ouais, on se sent inférieur parce que on fait pas les tâches les plus extraordinaires. Je trouve ça un peu con, mais bon. En plus, celles qui ont refait à moitié la cabane et tout, qui est quand même l'un des trucs les plus importants, donc elle devrait quand même être fière de ça. Mais voilà. Et, euh, et au final, bon bah, on a les votes. Le vote, il y a, je crois, alors je sais plus si c'est, attends, ils sont 11. Donc ça fait ouais, 6 5. Donc ouais, donc ça fait 6 voix pour Frédéric et 5 voix pour... Attends, bah non, attends, avec le vote noir, ça fait... Bon, je sais plus, mais genre ça fait un truc 5 6 voix pour Hugo, 6 ou 7 voix pour Frédéric, enfin bref, il y a juste une voix d'écart. Mais je crois que ça fait 6 7 pour Frédéric, un délire du genre. Non, enfin, je sais plus, il y a une voix d'écart en tout cas. Et c'est bel et bien Frédéric qui sort. Hugo n'a pas joué son collier, il a très bien fait, même s'il est passé à pas grand chose de sortir. Mais voilà, et Frédéric, j'ai beaucoup aimé sa sortie, peut-être une des meilleures sorties de la saison, puisqu'il va totalement être fair play. Alors forcément, il va chercher à comprendre pourquoi on l'a éliminé. Voilà, il va y avoir un peu d'argumentation avec Charlotte et Sophia. D'ailleurs, ce qui va beaucoup choquer les garçons, en plus c'est marrant que quand j'étais avec mon pote, je lui dis, tu vas voir, Jacques et Thibaut, ils vont être choqués de la trahison des filles. Et là, quand tu vois la tête de Jacques, je fais, tu vois, je te l'avais dit. Alors, je m'attendais pas à ce que Ilyes aussi réagisse mal, ça je m'y attendais pas. Mais bah, j'avoue que Jacques et Thibaut, c'était logique. Mais voilà, parce que je sais plus sur quel argument, parce qu'elles ont toujours leur argument de oui, mais quand vous divisiez les voix, vous mettez quand même des voix sur moi, machin. Alors ça c'est Charlotte. Et du coup, Ilyes, ça va le saouler. Euh, voilà, parce que bah, en soi, les deux ont tort et raison. C'est-à-dire qu'en fait, dans un sens, Charlotte a la raison dans le fait qu'effectivement, ils l'ont quand même utilisé comme une roue de secours. C'est en mode, voilà, on met des votes sur toi, on est quasiment sûr que l'autre n'a pas de collier, mais on met quand même des votes sur toi. Alors que techniquement, tu aurais dû mettre les votes sur deux personnes que tu aimerais éliminer, pas sur quelqu'un que tu dis être ton allié et quelqu'un que tu veux éliminer. C'est vrai que la stratégie est un peu bizarre. Donc là-dessus, Charlotte a plutôt raison quand elle dit qu'elle est un peu une roue de secours. Mais de l'autre côté, en même temps, je trouve que les autres n'ont pas tort non plus quand ils disent qu'ils voulaient aller le plus loin possible. Parce que s'ils voulaient vraiment éliminer Charlotte, bah, ils auraient chargé les votes sur elle plutôt que sur d'autres personnes. Et que, bah, voilà, enfin, c'est assez compliqué les stratégies chez les jaunes qui effectivement sont un peu mal foutues. D'ailleurs, Frédéric va lui-même le dire, hein, le problème qu'il y a, c'est que, ben, avec mon ancienne aventure, on m'a mis une étiquette de stratège. Et de toute façon, il reconnaît lui-même qu'il fait la stratégie et qu'il aime bien ça, qu'il a voulu jouer.
et qui voilà, il a été pris à son propre jeu puisqu'il aura été vaincu par Charlotte et Sophia. Mais en même temps, il n'est pas tout seul à réfléchir aux stratégies. Il y a d'autres personnes qui réfléchissent avec lui. Et pourtant, c'est lui qui prend tout dans la tronche. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai trouvé que sa sortie a été bonne, a été très fair-play. Voilà, il a félicité les filles qui ont très bien joué alors qu'elles ont tenté de l'éliminer. Enfin, qui ne savent même pas qu'elles ont tenté, elles viennent de l'éliminer. Tu vois, comme disait mon pote, tu vois, c'est pas la sortie de Lola ou Mélissa. Bon, Mélissa, elle, je la mets un peu à part parce que, pareil, comme je dis, ça me gave que les gens doivent se justifier tout le temps. Mélissa, on lui a fermé son flambeau, elle voulait partir. Et au final, elle s'est ridiculisée parce que on lui a dit parle aux gens, demande-leur pourquoi t'es parti, enfin pourquoi t'as été éliminé. Sauf qu'elle, elle a pas envie, elle voulait juste se casser. Et en fait, on l'a obligée à se ridiculiser. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que personnellement, moi je me fais éliminer, moi j'ai juste envie d'aller dire aux gens, allez vous faire foutre, et puis voilà, j'ai envie d'aller plus loin, vous m'avez sorti, voilà. Bon, je pense pas qu'en réalité je réagirais comme ça, mais je pense que Mélissa, c'est ce qu'elle voulait faire. Elle a juste envie de leur dire, allez vous faire foutre, et puis je me casse. Sauf que bah forcément, elle est polie, elle s'est dit, je vais juste partir, ne rien dire, me contenir, et au final, bah, on l'a obligée à avoir une sortie complètement nulle. Et dans le cas de Mélissa, c'est clairement de la faute de Denis et de la production, qui clairement lui ont dit, vas-y, justifie-toi plutôt que... Enfin, demande des justifications plutôt que de partir comme ça. Et ça, je déteste. Je déteste. La personne, elle veut pas parler. Elle parle pas, tu la laisses partir. Je comprends pas. Et Mélissa, c'est certes, c'était pas la voiture que je préférais, mais voilà, quand même. Respectez-la un peu, quand même. Après, Lola, elle s'est mise en spectacle toute seule, mais Mélissa, elle avait rien demandé. Au contraire, elle voulait rien dire, juste partir. Et au final, bah voilà, on a vu ce que ça a donné. Donc voilà, en tout cas, Fred au moins, il sera parti d'une belle manière, c'était très cool. Et même après, quand il est face cam et tout, voilà, il reconnaît quand même, voilà, il a tenté des choses, et puis bah voilà, il n'a pas été assez proche des filles, assez dans les stratégies avec les filles, il les a trop laissés de côté, et puis bah, il en paye les pots cassés. Donc c'est bien aussi d'avoir un gars comme Frédéric voilà, qui reconnaît ses erreurs et tout. Et en vrai, je pense que s'il avait emmené Charlotte en confort, je dis pas que ça l'aurait sauvé, mais il y a des chances pour qu'il ait pu facilement tenter de se sauver pendant au moins un ou deux conseils en plus, quoi. Mais bon, c'est comme ça le jeu, hein. Donc voilà, on va pouvoir conclure maintenant, parce que la vidéo va être très longue, je vois qu'on est déjà à 1h32. Voilà, bon après on parle des trois programmes, donc voilà. Euh, je pensais pas que je mettrais autant de temps pour chacun, j'ai essayé d'aller le plus vite possible, mais bon, j'avais quand même pas mal de notes sur la Starac. Mais voilà. Donc, trois épisodes plutôt intéressants. Pékin Express, j'ai beaucoup aimé la finale, bien que j'ai été déçu qu'on binôme favori ne gagne pas, hein, c'est logique, même si on a eu une très belle finale. Star Academy, on a eu un beau prime, hein, franchement, avec des très belles perfs, notamment de Ebony avec Rag and Bone Human. Euh, oui, non, Rag and Bone Man sur Human. Et Ulysse et Jean-Louis Aubert. Sur ça c'est vraiment toi qui était vraiment très bon. Après on a eu une très belle perf de Marine que j'aime beaucoup avec Maureen sur Wrecking Ball. Malheureusement Marguerite que j'aime beaucoup, ce sera pas vraiment n'aura pas à briller dans ce prime, mais ça reste quand même un prime que je trouvais très agréable. Même s'il y a des petits défauts, je trouve. Voilà. Comme je dis à Colanta, on se justifie un peu trop, mais je trouve qu'à Star Academy, on se justifie pas assez, quoi. Les profs, c'est vas-y, on donne l'humilité à machin, mais voilà, il n'y a pas vraiment de raison, on dit juste ce qu'on préfère, et puis voilà. Enfin, bien sûr, j'exagère, mais vous voyez un peu ce que ça peut donner, quoi, si quelqu'un ne réfléchit pas un petit peu, mais en même temps, c'est l'effet que ça donne. Si la personne te dit pas, bon, choisis-toi parce que les autres ont un peu raté ci ou ça, bah voilà, quoi. Moi, je trouve que dans le cas de la personne qui gagne l'immunité, il y a quand même besoin d'un argument, c'est pas n'importe qui gagne, enfin bref. Dans le cas de Colanta, j'ai trouvé qu'on a eu un bon épisode. Voilà, j'ai trouvé que sur le camp, tout n'était pas hyper intéressant encore une fois au montage, mais c'était toujours mieux que ce qu'on a eu dans certains épisodes. J'ai envie de dire un peu déçu de l'élimination de Frédéric.
J'aurais préféré qu'il soit éliminé plus tard, parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais bon, bah, fallait bien que les anciens, au bout d'un moment, ils s'en aillent, hein, c'est aux nouveaux de gagner, pour moi, et puis voilà. Donc voilà, et en même temps, bah, sans Frédéric, déjà que j'avais pas de favori dans cette saison, que Frédéric avait un peu ce côté favori pour moi, bah, maintenant qu'il est plus là, ça va devenir pénible de regarder koh. Heureusement qu'il reste plus beaucoup d'épisodes. Enfin, quand ça va devenir pénible, je pense que je prendrai toujours du plaisir, mais sans Frédéric, ce sera pas pareil. Voilà. Mais en soi, on a eu un bon épisode, je suis quand même content de ce qui s'est passé. En plus, on a eu de la très belle stratégie de la part de Charlotte et Sophia. Donc voilà, et qui en plus ont été honnêtes. Bon, elles n'ont pas dit à Frédéric qu'elles allaient voter pour lui, mais tu vois, par exemple, quand Frédéric il demande à Charlotte si elle va bien ou pas, et que si elle lui en veut, voilà, elle est honnête, hein. Elle fait oui, je t'en veux, oui, je suis énervé contre toi, machin, tac. Elle fait pas semblant pour après voter contre lui, même s'il a été choqué du vote. Mais au moins il comprend direct une fois qu'il voit les votes, quoi. C'est ok. Effectivement, elle m'a dit plutôt qu'elle était en colère contre moi, c'est logique, et voilà. Donc j'ai vraiment adoré la stratégie de Charlotte et Sophia. Voilà. Donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire sur les programmes que vous regardez, si vous avez aimé ces épisodes-là ou pas. Voilà, on se retrouvera pour une vidéo tier list prochainement concernant les traits de saison 3 et Pékin Express saison 19 qui vient de se terminer dans cette vidéo pour les reviews. Et, euh, et voilà, et puis après on va continuer du coup Star Academy et koh jusqu'à ce que ces deux programmes-là s'arrêtent. Voilà. Donc sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, un petit don si vous avez les moyens et l'envie de soutenir nos futurs projets. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.